peur, c'est probablement le plus beau facteur de motivation. Toute la vente sous pression est basée sur la création d'un état de peur. Je vais commencer par un exemple, si vous voulez, vous allez voir, vous allez comprendre très rapidement. Vous êtes à la maison, quelqu'un cogne. Alors, si vous êtes une personne âgée, c'est encore mieux. On dit, madame, monsieur, j'ai remarqué que votre toit est fini. Moi, ça me fait rien, hein, mais il annonce beaucoup des grosses averses, il annonce des tempêtes cet été. Quand ça va se mettre à couler, aïe, 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 là, ça va être difficile d'avoir un entrepreneur. Ça tombe bien, on est dans votre quartier aujourd'hui, on peut commencer des rénovations maintenant. Jusqu'à maintenant, là, ça allait très bien. Vous, tout ce que vous faisiez, c'était de boire un café, si vous lisez le journal, ça se passait bien. Là, il y a quelqu'un qui vient de vous faire peur. On vient de créer une peur qui est, encore une fois, un état de motivation. Un état actuel, un état désiré. L'état actuel, je pensais que mon toit était correct, il ne l'est plus, donc je veux le faire réparer. Et paf, j'amène dans la minute qui suit la solution au problème que je viens de créer moi-même. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la vente sous pression. La peur sert beaucoup à vendre parce que c'est un très, très, très fort motivateur. L'exemple de la toiture à refaire est un classique, mais vous allez avoir la même chose. Par exemple, vous partez avec vos enfants en voyage, on vous dit, tout d'un coup, vous les perdez. Vous devriez avoir un bracelet avec une puce GPS. Vous n'auriez jamais acheté un bracelet avec une puce GPS si quelqu'un vous avait pas dit vous pourriez perdre votre enfant. Dans le fond, c'est pas le bracelet avec la puce GPS que vous achetez, c'est la possibilité de ne pas craindre de perdre votre enfant. C'est un très grand motivateur. La télévision va jouer ici un rôle majeur. Par écran interposé, elle semble opérer une véritable hypnose collective en multipliant les messages anxiogènes. Beaucoup de monde donc dans les hôpitaux un petit peu partout dans le pays. L'armée de son côté a élaboré un plan de crise. Moi j'appelle ça de l'assassinat. Le pire, c'est qu'on ne parle pas encore de pic. Il y a un côté mythique derrière ça. Les épidémies, c'est mythique. Le virus est quelque chose qui est craint par tout le monde parce que d'abord on ne le voit pas. Et puis ensuite, on n'est pas responsable parce que c'est toujours quelqu'un d'autre qui vous le donne. Et on se sent coupable de le transmettre. Donc il y a une espèce de phobie collective qui s'installe et qui est facilement nourrie par les médias. 24 juillet. J'assiste à une conférence de presse organisée par Cienzano. Ce jour-là, il y a peu de journalistes dans la salle. Le pic de l'épidémie est passé. Le public commence à se lasser des informations liées au coronavirus. Goedemorgen, bonjour à tous. Je dois malheureusement vous faire part d'une triste nouvelle aujourd'hui. Un enfant de 3 ans est décédé des suites d'une infection au Covid-19. En espérant que cette triste nouvelle nous serve de prise de conscience. Quelques minutes plus tard, l'info est relayée par les médias. Les gros titres sont sans nuance. J'ai rencontré le papa de cet enfant sur son lieu de travail. Quand j'ai vu les médias dire que l'enfant était décédé du Covid, je n'ai pas accepté. C'est le Covid qui l'a accompagné, mais à la base, elle était déjà atteinte d'une maladie neuromusculaire. Elle avait déjà des problèmes de respiration et tout ce qui s'ensuit, et le Covid est venu accompagner. Et je n'étais pas d'accord parce que les médias ont dit que c'est Covid. C'est pour effrayer toute une population. Si je n'étais pas le papa de cet enfant, que j'aurais entendu ça dans les médias, j'aurais été effrayé. Effectivement, vous entendez un enfant de 3 ans et demi qui décède du coronavirus, c'est vrai que ça fait peur. Mais quand vous savez ce qui s'est passé auparavant, l'état de l'enfant, c'est pas logique qu'on vous mette ça dans les médias comme ça. Avant le Covid, elle a eu une thrombose pour un enfant de 3 ans et demi. Comme je dis toujours, elle était faible, c'est vrai, mais elle nous a donné beaucoup de joie avec sa maladie. Et la perte pour nous, ça a été une très très grande perte. J'ai de plus en plus l'impression que toute cette communication a pour objectif de maintenir la peur. Jovan Emmelreich, vous êtes professeur de psychologie à l'ULB. Plus que des incompréhensions, vous y allez fort. Vous dites que la communication est trop anxiogène en Belgique et que ça peut avoir des conséquences. Alors quelles conséquences? De toujours mettre la mort en avant, de toujours commencer toutes les journaux télévisés par le nombre de morts, le nombre de contaminations. Un peu comme si on voulait obtenir l'adhésion en convoquant la peur. Quand vous convoquez la peur systématiquement, il y a, sur le plan psychologique, un effondrement qui s'opère, un découragement, un désespoir.
L'outil que les hommes ont pour gérer le désespoir, c'est les autres, c'est les amis, c'est les partenaires, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les collègues, ceux à qui on dit son désarroi. Et on utilise le réseau social que l'on a comme une ressource pour parler son désarroi. On n'a pas. Qu'est-ce qui nous reste? La tristesse et la colère. Et donc la désadhésion dont parlait Madame, c'est-à-dire ce mouvement qui est de se dire mais je ne peux pas continuer à rester à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut convoquer autre chose que la mort? Est-ce qu'on peut convoquer autre chose que le désespoir? Est-ce qu'on peut convoquer autre chose que la peur? Est-ce qu'on peut dire aux hommes, ok, là, on travaille, mais il faut quand même quelque part se dire que les hommes doivent continuer à vivre, sinon on va les tuer pour les préserver de la mort. C'est absurde.